Bonjour à toutes et à tous. Je propose que l'on commence sans tarder pour rester dans les temps et permettre à ceux et celles qui sont à la fois présents et à distance d'être à leur dîner. Voilà. Alors, très rapidement, pour présenter Profil, nous sommes un cabinet de conseil en stratégie qui est doté d'un pôle recherche. Et c'est au titre de ce pôle recherche que nous produisons cette étude que vous avez peut-être vue à l'entrée quand vous êtes venu émerger, vous présenter. Profil est une entreprise à mission, donc de recherche et de conseil. Nous existons depuis à peu près 2013, ma chère Virginie, associée préférée, unique et préférée. Et donc, nous avons une passion pour des sujets qui ont trait à la stratégie, à la gouvernance et puis surtout à la prospective stratégique. Alors, côté profil, nous serons toutes les deux avec Maëlys à la manœuvre. Donc, Maëlys qui prendra la parole tout à l'heure et qui dirige notre pôle recherche. Voilà pour profil. Alors, pourquoi cette étude? Bonne question. Alors, le sujet raison d'être CSRD, en fait, on l'avait dans le viseur depuis très longtemps. On l'avait dans le viseur puisque ils viennent tous les deux, c'est raison d'être et CSRD, enrichir un cadre normatif français et européen, et quasiment de façon concomitante. Donc, nous les avons vus apparaître dans nos radars et vous les avez tous vus, d'ailleurs, également dans vos différentes pratiques. Mais ce qui est peut-être intéressant à souligner, c'est que ce sujet-là, nous avons voulu l'explorer du point de vue des investisseurs. Nous avons entendu ce que les entreprises avaient à dire de la CSRD, de la raison d'être. Nous avons aussi entendu les auditeurs. Nous avons entendu le régulateur. Et nous nous sommes dit, ça serait intéressant peut-être de donner la parole aux investisseurs qui représentent les marchés financiers, puisque d'une certaine façon, notamment la CSRD, a été voulue par les marchés financiers. Nous avons aussi souhaité nous mettre à hauteur ou à focale de raison d'être et non pas de mission, puisque précisément, la raison d'être embrasse des entreprises de façon beaucoup plus large que la mission. Il y a très peu d'entreprises à mission cotées, ou en tous les cas qui seraient de nature à représenter une masse critique intéressante du point de vue des marchés. Pour l'instant, nous souhaitons qu'une chose, c'est que les entreprises à mission gagnent encore en puissance et en ampleur. Enfin, je voudrais rappeler, et c'est la raison pour laquelle vous voyez cette image de la Lune, l'intention de la raison d'être et de la CSRD. Ne perdons pas de vue que l'intention est bien de donner à l'échelle européenne des gages à la fois aux parties prenantes et aux marchés financiers sur la durabilité et la soutenabilité des modèles d'affaires. Et d'une certaine façon, de consacrer l'apport de l'analyse ESG dans la construction d'un cadre normatif élargi. Ça, c'est l'intention. Et d'une certaine façon, je pourrais dire, et c'est tout à fait personnel, que ça s'apparente à un moonshot de l'Europe. Et ce moonshot, il s'exprime dans la volonté d'orienter les flux financiers dans des activités, alors en priorité décarbonées, mais très largement soutenables, à travers d'ailleurs la taxonomie que nous aborderons. Donc, pour cela, il fallait passer par fixer un cadre clair, un cadre stratégique clair et cohérent, assorti de données comparables, fiables et vérifiables. Alors, vous connaissez certainement l'adage qui est quand le sage montre la lune, l'idiot voit le doigt. Alors, loin de moi de fustiger qui que ce soit, mais ce soir, on va essayer de ne pas voir que le doigt, si je puis me permettre, de ne pas voir ce sujet sous l'angle roboratif du reporting, fastidieux, voire inutile. Et nous allons essayer aussi d'avoir la ligne de mire éclairée par la Lune, parce qu'il s'agit bien d'engager et de rediriger les flux financiers vers des entreprises durables et dotées d'une gouvernance robuste. Je pourrais ajouter
représentés par des personnes, des instances à la hauteur des enjeux. Donc, pour faire décoller cette fusée raison d'être et CSRD, ces deux notions sont-elles incontournables, sont-elles complémentaires? On a bien conscience qu'elles sont de nature complètement différente, mais est-ce qu'elles ont des points d'intersection? Est-ce qu'elles ont des points d'accroche, en particulier sous l'angle de la stratégie et de la gouvernance? Donc, je suis très heureuse de débattre avec vous, avec toute l'équipe de Profil, précisément sur un sujet ô combien profilesque. Et avant de passer la parole à Maëlys, je voudrais quand même donner la parole à Didier Martin et remercier Gide pour nous accueillir ce soir et débattre dans d'excellentes conditions de ce sujet. Donc Didier, si tu veux bien dire un petit mot d'accueil. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Donc bienvenue à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. On est heureux, et au nom du cabinet Gide, je suis heureux de vous accueillir pour cette conférence. Bon, le cabinet Gide, je ne sais pas si vous le connaissez, mais donc on est un cabinet de taille assez importante, puisqu'on est 350 avocats à Paris, qu'on couvre un peu tous les domaines du droit des affaires, et notamment tout ce qui touche aux enjeux juridiques en lien avec la RSE, l'ESG. Ça fait longtemps maintenant qu'on connaît Profil et qu'on a de très bonnes relations avec Profil. On avait contribué, on avait été partenaire de Profil en 2018 lorsque vous aviez mené une étude sur la société à mission, l'entreprise à mission à l'époque. Je remercie Geneviève qui a contribué, je dirais, à éveiller au sein du cabinet les consciences sur la façon dont les enjeux de RSE allaient aussi impacter les avocats comme ceux de mon cabinet. Et on a pu comme ça investir assez tôt les différents domaines du droit impacté par la RSE. On est très heureux donc d'accueillir cette conférence dont le thème nous paraît très intéressant à plusieurs titres. Déjà parce qu'il traite de sujets de gouvernance et d'information extra-financière qui sont des sujets sur lesquels on accompagne nos clients. Et il nous semble, comme le disait Geneviève, que rapprocher ces deux notions de raison d'être et de CSRD, donc d'une part la raison d'être dont parfois on se dit qu'elle n'est pas suffisamment incarnée et les normes en matière de reporting extra-financier dont on se dit parfois qu'ils sont un peu trop techniques. Je rappelle que l'EFRAG a publié vendredi dernier ses guidelines et elles font 55 pages en ce qui concerne l'analyse de matérialité et 48 en ce qui concerne l'analyse de la chaîne de valeur. Voilà, donc ces deux notions nous semblent effectivement avoir quelque chose à apporter. Le rapprochement de ces deux notions nous paraît pouvoir être très enrichissant. Donc on est très heureux et très impatient d'entendre ce que les experts du panel auront à dire sur ce sujet. Merci. Alors, on entendra les experts du panel dans 5 minutes, mais avant ça, je vais vous faire une brève introduction pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet et pour vous donner envie de lire cette publication que ceux qui sont ici ont pu avoir à l'arrivée et ceux qui sont à distance et même ceux qui sont ici pourront avoir sur notre site internet à la fin de cette conférence. Voilà, donc... raison d'être et CSRD, qu'en pensent les investisseurs? Donc Geneviève en a déjà dit quelques éléments, mais je vais peut-être un peu plus insister et entrer et rappeler aussi quelques notions essentielles. Et donc pourquoi est-ce que on s'est posé cette question? Pourquoi depuis longtemps chez Profil et via Geneviève notamment? Pourquoi s'intéresser au point de vue des investisseurs? Tout d'abord parce que 2024, bon, c'est quand même une année charnière dans l'effort de responsabilisation des entreprises. La loi Pacte, qui a consacré en droit français la raison d'être, a fêté ses 5 ans le mois dernier. Je ne sais pas si vous en aviez conscience. Et cette même année, la CSRD, qui donc impose un nouveau cadre de reporting de durabilité, se met en place pour toutes les grandes entreprises françaises. Et donc se pose aujourd'hui la question désormais pour les entreprises, pour les auditeurs,
mais aussi pour les investisseurs, la question de l'articulation de ces deux outils. Donc, sur ces deux sujets, comme l'a dit Geneviève, raison d'être et CSRD, les entreprises ont été et sont encore très vocales, mais on a peu entendu s'exprimer les investisseurs, en particulier pour la CSRD qui a spécifiquement été mise en place à la demande des marchés. Donc, avant d'entendre les investisseurs se prononcer de vive voix, je vais juste vous introduire les termes de la problématique qui ont guidé notre réflexion tout au long de cette publication. Tout d'abord, nous avons choisi de nous intéresser à la raison d'être et non pas seulement à l'entreprise à mission. Pourquoi ? Premièrement, parce que la raison d'être, c'est un questionnement ontologique, comme son nom l'indique, sur le pourquoi d'une entreprise qui est bien antérieur à la loi Pacte. Et deuxièmement, parce que la raison d'être, dès sa consécration par le droit français, a connu un réel engouement chez les grandes entreprises françaises, ce qui est un peu moins le cas chez l'entreprise à mission, qui est plus exigeante. Aujourd'hui, le saviez-vous, mais 75% des entreprises du CAC 40 et plus de 60% du SBF 120 se sont dotées d'une raison d'être, qui est pourtant un exercice facultatif, contrairement à la CSRD. Et bien peu sont allés dans ces mêmes indices boursiers jusqu'à l'entreprise à mission. D'une manière purement formelle, la raison d'être est définie par le ministère de l'économie comme le projet de long terme dans lequel s'inscrit l'objet social de l'entreprise. Le projet de long terme dans lequel s'inscrit l'objet social de l'entreprise. Elle est donc officiellement née avec la loi Pacte en 2019, qui a introduit une série d'innovations juridiques, en commençant par la révision de 2 articles du Code civil. Peut-être que vous le savez, mais ça fait toujours du bien de le répéter. L'article 1833, qui ajoute à l'intérêt économique et financier de l'entreprise, il n'avait pas été révisé quand même depuis Napoléon, son intérêt social, je cite, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et deuxième innovation juridique, l'article 1835, qui introduit la possibilité d'inscrire la raison d'être dans les statuts de l'entreprise. Les statuts. Comme pour toute modification statutaire, l'inscription d'une raison d'être dans les statuts exige le vote des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire. Une telle raison d'être est donc une intention qui est endossée par une gouvernance qui souhaite donner une direction stratégique à l'entreprise, et ce, en ligne avec les défis sociaux et écologiques de notre époque. C'est donc une boussole, comme on a entendu beaucoup de gens le dire, qui peut servir à toutes les parties prenantes, de dirigeants, managers, salariés, et aussi investisseurs. Mais cette boussole stratégique, décidée par les instances de gouvernance, est-elle prise en compte par les investisseurs ? Ce qui font la différence entre différents niveaux d'engagement de raison d'être, tel qu'il en existe depuis qu'il a été promulguée la loi Pacte. Donc on a parlé de raison d'être statutaire, de raison d'être non statutaire, mais en menant notre petite étude, nous avons pu remarquer qu'il y avait différents niveaux d'engagement de la gouvernance. Il y a tout d'abord ce qu'on peut appeler donc une raison d'être déclarative, qui existait bien avant et qui existe encore. Une raison d'être qui est endossée par le conseil d'administration. C'est le cas par exemple de Veolia, Saint-Gobain ou encore Crédit Agricole. C'est-à-dire le conseil d'administration endosse cette raison d'être. Il y a parfois des indicateurs qui sont associés, mais elle n'a pas été décidée par les actionnaires. Il y a ensuite la raison d'être statutaire, qui, elle, a été votée en AGE, comme l'ont fait Engie ou encore Orange. Et enfin, dans le CAC 40, la société à mission, comme l'a fait Danone. Et là, on ne présente plus la société à mission avec ses objectifs statutaires, son comité de mission et son audit par un organisme tiers indépendant. Voilà. Face à ces diverses possibilités d'engagement de la gouvernance qui ont été ouvertes par la loi Pacte, l'heure est donc venue de faire le point sur la perception des investisseurs sur l'utilité de la raison d'être. D'autant qu'avec l'arrivée de la CSRD, ce nouveau cadre de reporting est de nature à rouvrir le débat de cette utilité, voire à rebattre les cartes. Concernant la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, on ne présente plus ce cadre de reporting massif qui s'applique dès 2024 à toutes les grandes entreprises, dont certaines que j'ai mentionnées juste avant. Contrairement à la raison d'être, qui est une spécificité française, ce reporting, qui concerne plus de 50 000 entreprises à horizon 2028, est imposé à un niveau européen. Voilà, vous le savez, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous, c'est une des 3 pièces maîtresses du pacte vert européen, le fameux Green Deal, qui, il est essentiel de le rappeler, a été conçu pour rediriger les capitaux vers des activités durables. Voilà, donc à l'origine de la CSRD, il y a une démarche de finance durable à la demande des marchés.
Ce reporting de durabilité à très grande échelle a ainsi pour ambition de constituer un cadre efficace de reporting ESG en améliorant la transparence et la fiabilité des données financières, voire, pour certains enthousiastes, à arriver au rêve fou d'obtenir des données extra-financières aussi fiables que les données financières qui guident jusqu'à aujourd'hui les investissements. Face à cette noble ambition, on a beaucoup ressenti l'inquiétude des entreprises qui craignent de se perdre dans un reporting, dans une collecte massive de données. Leurs instances de gouvernance se retrouvent donc face à la nécessité de conférer du sens à cette obligation réglementaire. Contrairement à la raison d'être qui était facultative, on est là face à une obligation réglementaire pour que cette obligation réglementaire serve stratégiquement l'entreprise. Or, pour des investisseurs qui ont besoin d'évaluer la ligne stratégique des entreprises, se pose donc la question à laquelle nos invités vont répondre très rapidement. La CSRD permettra-t-elle de construire une gouvernance capable de rassurer ses investisseurs? Voilà. À défaut, la raison d'être pourrait-elle enrichir le reporting de la CSRD en lui conférant une dimension stratégique? On aura donc, vous le saviez donc déjà en assistant à cette conférence, voilà, l'analyse ESG est à un tournant de son histoire. Nous sommes convaincus chez Profil qu'il ne peut exister de trajectoire de soutenabilité forte sans le G, sans l'engagement des instances de gouvernance de l'entreprise. C'est donc le moment pour nous de passer aux tables rondes qui se dérouleront donc en 2 temps pour répondre à cette question. Est-ce que raison d'être facultative et CSRD obligatoire pourront-elles être un duo complémentaire pour relever le défi de la soutenabilité forte et de la redirection des modèles économiques? Je laisse maintenant Geneviève pour les 2 temps de cette conférence. Voilà, je te laisse ici si tu veux. Merci. Petite question technique, on n'a pas besoin de micro, on sera entendu quand on sera sur les sièges. Parfait, je ne les avais pas vus. Bon, alors c'est le moment maintenant de rentrer en piste et de débattre, puisqu'en fait, contrairement à ce que l'on veut faire croire, on n'a pas d'idée préconçue et arrêtée sur ce sujet, qui est un sujet complexe et passionnant. Alors, j'appelle à me rejoindre. On va commencer par Philippe Poche-Lestrade. Voilà, Philippe, est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Là, tu t'assois où tu veux. Je vais également demander à Jean-Guillaume Péladan de venir me rejoindre. Voilà. Et je vais demander à Thierry et à Stéphane de rester pas très loin et leur tour viendra très rapidement. Voilà. Alors, je le dis tout de suite, on m'a fait la remarque de ce panel 100% masculin. Oui, je sais, mais il y a des femmes qui ont contribué à cette étude. Malheureusement, elles n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Donc, je vous invite bien sûr à prendre connaissance de ce qu'elles ont produit et comment elles ont contribué à nos travaux. Donc, ce n'était pas volontaire et on va essayer, Maëlys et moi, de compter double. Voilà. Alors, je vais commencer par la première question. Voilà, parfait. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, on dit toujours ça. Voilà, c'est bon. Vous allez venir par croire que je suis un peu blonde. Bon, alors. Merci. Je pense à ceux qui sont à distance pour qu'on soit un peu plus sérieux parce que sinon, voilà, ils vont décrocher. Elles vont décrocher. Alors, je suis très heureuse de retrouver à la fois des complices, des partenaires, des amis, mais surtout des personnes qui ont réellement, toutes les 4, contribué à faire avancer ce sujet et depuis de longues années. Alors, dans cette première partie qui va être un petit peu plus courte, on a voulu jouer un peu les avocats de la défense et les avocats et les procureurs. Et j'avais envie d'entendre à la fois Jean-Guillaume et Philippe me rasséréner, et nous convaincre, en tous les cas nous éclairer sur l'apport précisément de la raison d'être à l'analyse ESG. Est-ce que de votre point de vue, et comment d'ailleurs, et de votre point de vue, est-ce que cette raison d'être, comme on l'a vu Maëlys, elle est passée un petit peu inaperçue sous les radars des investisseurs, parce qu'on a vu que les investisseurs ne l'avaient vraiment pas parfaitement saisie.
ou en tous les cas, on avait une appréciation un petit peu dévoyée ou caricaturée. Est-ce que vous pensez néanmoins qu'il y a un potentiel pour cette raison d'être de nature à éclairer notamment le fameux G de l'ESG, qui est quasiment on va dire, la clé de voûte de l'analyse ESG? Alors, Jean-Guillaume, si tu veux te présenter plus en amont, de façon plus, te mettre plus en valeur que ce que nous avons dit succinctement sur le slide, voilà. Alors, je vais essayer d'être explicite. Me présenter, c'est très simple. Je suis un ingénieur, j'ai travaillé une bonne partie de ma vie dans le monde réel, plutôt à l'autre bout de la société de consommation, donc dans les eaux usées, dans les déchets. Et après, je suis passé du côté de la stratosphère, l'État d'un côté. Je travaillais pour l'ADEME aux investissements d'avenir pendant quelques années, et puis dans la finance, autre partie de la stratosphère, depuis 9 ans chez Sycomore, et je suis un praticien de l'entreprise à mission. Sycomore est une entreprise à mission certifiée B Corp, et un outil dont je vais parler aujourd'hui, qui est la NEC, qui est une métrique, est aussi porté aujourd'hui par une entreprise à mission. Et après, moi, j'ai été biberonné à l'utilité des entreprises par une dizaine d'années au Centre des jeunes dirigeants. Et je dirais que la raison d'être, alors moi, je suis pas du tout représentatif de la finance, je pense, parce qu'on est quand même, faut être clair, ceux qui regardent ce genre de sujet dans la finance mondiale, en particulier américaine, sont très peu. En Europe, ça va, on est un peu plus nombreux, mais c'est quand même pas mainstream, je vais être très clair. En revanche, c'est une question majeure, et parce qu'elle concerne finalement, comme vous l'avez dit, le pourquoi. Et c'est quand même la première question, et c'est une question qui va devenir de plus en plus moderne, parce qu'à l'heure de la post-croissance, qu'on la veuille ou pas, de toute façon, les limites planétaires, elles sont là, on pourra être dans le déni, on pourra faire ce qu'on veut, la réalité nous rattrapera un jour. Et dans ce cadre-là, il y a un moment où il y a des activités qu'il faudra arrêter. Et de savoir à quoi sert une entreprise, qui est la question que se posent toujours depuis le début les entrepreneurs sociaux, par exemple, comme mes camarades d'époque du Centre des jeunes dirigeants, mais que se posent beaucoup de chefs d'entreprise en France. Peut-être moins dans le côté, mais dans le monde non coté, on voit plus de diversité d'ailleurs sur ces sujets-là. C'est les questions essentielles. Et il y a clairement, après le Covid, des questions qui nous paraissent beaucoup plus concrètes aujourd'hui. C'est est-ce qu'une entreprise finalement est essentielle, moins essentielle mais quand même utile, ou inutile, sachant que l'inutile devient aujourd'hui nuisible. Donc elle a le mérite déjà d'apporter cet éclairage, et donc oui, nous utilisons est-ce qu'il y a une mission, est-ce qu'elle est formalisée, alors déclarative jusqu'à l'entreprise à mission, avec les 4 niveaux, dans l'analyse de la gouvernance des entreprises dans lesquelles nous investissons. Donc ça veut dire que toi, dans ta gestion de portefeuille, la raison d'être, quand tu la vois, tu es capable d'avoir cette finesse pour voir qu'est-ce qu'est une raison d'être statutaire ou une raison d'être endossée par le CA, et tu vas au-delà peut-être de l'approche un petit peu communication, marketing. Tu essayes de sonder, juste en un mot, tu essayes. Donc ça peut être une indication favorable ou défavorable. C'est une indication, alors plus elle est sérieuse, et donc lorsqu'on va jusqu'à l'entreprise à mission, on est audité tous les 2 ans, enfin nous on le vit de l'intérieur, donc on voit ce que c'est, on se met dans la seringue, et après on n'a plus le choix, quoi. Et l'auditeur, il vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre, il fait un vrai travail d'audit. Donc ça c'est très bien, et donc nous on le valorise plus qu'une simple déclaration. Après on va aussi valoriser comment elle a été construite. Si elle a été parachutée par le haut, ça sera moins de valeur, notamment sur la partie prenante employée, parce que le sens c'est très important pour nous dans notre analyse du business model, et une mission qui va être utile et qui aura été co-construite avec les collaborateurs va être plus valorisée. Ce sera le mieux à la fois dans la gouvernance et dans la partie gouvernance RH, on va dire. Donc en fait, il y a peut-être une surpondération, une sorte de prime à une raison d'être qui aura été co-construite et endossée par les instances de gouvernance. C'est pas une sorte de, c'est clairement une notation favorable. Très bien, une notation favorable. C'est un vocabulaire que j'aime beaucoup. Philippe, vu de ta fenêtre, alors Philippe, tu ne vas pas
nous rappeler tout ce que tu as fait, parce qu'en soi, tu as été dans tellement de tables rondes, de groupes de travail, tu as poussé tellement ce sujet depuis tellement longtemps. Donc, on t'a présenté plutôt par rapport à tes responsabilités côté, on va dire, production de la norme. Comment est-ce que tu vois, toi, ce sujet de la raison d'être, contribution ou pas à l'analyse ESG? Je vois cette question comme en fait un militant. Ce qui manque dans la présentation, c'est que je suis militant. Je crois à certaines choses et je me bats pour faire en sorte que ces choses surviennent. Et j'essaie de donner aux autres le goût d'agir dans le même sens. Alors la bonne question, quand on réfléchit aux années qui viennent de passer, c'est celle qui a été évoquée, c'est la question du pourquoi. Alors moi, je complique le sujet en disant il y a deux questions pourquoi. Il y a pourquoi, pour quelle raison, causalité, et il y a pourquoi, pour quelle finalité. Et la raison d'être a cette double dimension. La première, pourquoi, pour quelle raison a-t-on besoin d'une raison d'être? Je suis de ceux qui se sont battus pour la rédaction et je fais partie de ceux qui ont été en même temps battus, puisque je pensais que la raison d'être devait être obligatoire. Une entreprise aujourd'hui a besoin d'expliquer effectivement à quoi elle sert, si elle est essentielle, utile, futile, tout ce que l'on veut. Et ne pas l'imposer, c'est ne pas faire la grande marche de progrès qui permet à l'entreprise de se réincarner dans l'univers politique. Je pense qu'il y a aussi un glissement sémantique qu'il faut que nous acceptions. Les entreprises ont une responsabilité politique et la RSE, en fait, est une RPE, la responsabilité politique de l'entreprise, puisqu'elle interagit dans un écosystème, et la politique, c'est bien ça, le lien avec les autres, le lien ordonné, avec un mélange de liberté et d'ordre. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour moi, la raison d'être, c'est indispensable, mais ça doit être vraiment perçu, et là, on est un peu déçu par la réalisation de ce qu'on voit, c'est un engagement. C'est un engagement de ceux qui gouvernent l'entreprise et de ceux qui ont en charge la destinée de l'entreprise, y compris pour moi les investisseurs, un engagement pour définir ce qui doit être le cheminement de l'entreprise. Non seulement à quoi ça sert, mais où elle va, et où elle va aller et comment elle va y aller. Et là, on tombe sur la deuxième formulation du pourquoi, pour quel but, pour quelle finalité. Eh bien, tout simplement, pour trouver un sens à l'entreprise. Alors aussi, je rends le débat un peu moins clair ou un peu plus complexe. Sens avec les deux acceptions du mot sens. D'abord, une signification et deuxièmement, une direction. Alors, je vous laisse ce soir, quand vous serez reposé de cette conférence, regarder les raisons d'être publiées. Vous comprendrez que moi qui ai été universitaire pendant un certain nombre d'années, je ne mets pas au-dessus de 10 à 95% de ce que je vois. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est un témoignage assez critique sur, oui, il faut une raison d'être, mais déception à l'arrivée. C'est très clair, Philippe. Effectivement, à la lecture de certaines raisons d'être, on peut considérer que la vacuité, le dispute à l'abscon, oui, je sais pas. Mais il y a aussi des raisons d'être qui ont été votées en Assemblée générale et dans lesquelles, clairement, la notion, par exemple, de sobriété, de durabilité, et alors il y en a très très peu, mais clairement inscrite noir sur blanc. Mais je reconnais que le signal sur bruit est en faveur du bruit et le signal est très faible. Alors, je voudrais faire un bémol. Je ne confonds pas raison d'être. Je ne la ramène pas à sobriété énergétique, etc. La raison d'être, c'est expliquer ce que l'on fait, où on veut aller. À la limite, quelqu'un peut avoir une raison d'être en disant « je me moque de polluer », etc. Il afficherait simplement son credo. Oui, je vois très bien. Oui, le sens et le sens. Alors, les avocats, alors les procureurs, là, je vais appeler à me rejoindre. Stéphane Voisin et Thierry Philippona. Alors, en fait, on a de façon extrêmement arbitraire défini on va dire, ce qui était plutôt les défenseurs de la raison d'être, mais on voit déjà que Philippe permet la transition. Alors, je vais demander à Thierry et à Stéphane exactement le même exercice, mais en contre. À moins que vous ayez changé d'avis en entendant vos camarades et que désormais vous êtes sûr que la raison d'être et l'ESG ont de toute évidence
des choses à s'apporter mutuellement. Alors, de la même façon, si vous pouvez vous présenter peut-être donner un peu plus d'éclairage que ce qui a été écrit. Et on commence par toi, Thierry. Allez, vas-y. Faire marcher un micro, oui, c'est formidable. Je serai réinvité, formidable. Bonsoir, je suis ravi d'être ici et bien d'échanger avec vous. Donc, mon nom est Thierry Philipponnat, je travaille pour Finance Watch, qui est une organisation basée à Bruxelles dont la devise résume bien ce que nous faisons, c'est pour une finance au service de la société. Voilà. Donc, la société a besoin de finances et après ça, il y a des questions d'intérêt général sur les questions financières. Et donc, on travaille sur ces questions-là. On travaille sur de très, très nombreuses questions d'organisation du système financier et puis de la réglementation financière. Dieu sait s'il y a des sujets. Et évidemment, au sein de la réglementation financière, le sujet finance durable est prééminent, comme nous savons tous. Alors, voilà. la réponse à la question. Alors d'abord, est-ce que je suis procureur? Je ne sais pas si je suis procureur. D'ailleurs, en écoutant Philippe, j'ai cru comprendre que l'avocat de la défense était pas loin d'être un procureur. Non, il a fait de la philosophie, l'avocat de la défense. Mais je vais essayer de compléter ce qu'a dit Philippe, mais j'aurais pu dire des choses très, très similaires. La raison d'être, à la base, c'est un discours de l'entreprise sur elle-même. Bien, c'est important le discours, parce qu'avant de faire, il faut dire. Pardon de cette évidence, mais si on ne dit pas, on ne va pas faire. Et puis une organisation humaine, c'est voilà ma direction, voilà où je veux aller. Et puis on sait tous que le discours, il peut être performatif. Donc c'est quelque chose de très important. Après ça, je ne sais pas si c'est 95% qui laisse songeur, mais c'est une proportion significative, on va dire, qui peut laisser songeur parce que soit ça peut être, j'ai bien dit ça peut, pas toujours, ça peut être grandiloquent, donc il y a un moment on se dit tiens, bon c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait, voilà. Soit ça en fait trop. Ça en fait trop, c'est-à-dire que ça donne des raisons d'être qui ne sont pas des raisons d'une entreprise. Une entreprise, je vais être très, très, très terre à terre. À la base, ça sert à produire des produits ou des services et puis à dégager du chiffre d'affaires avec des marges. Après ça, je fais partie des gens qui passent leur vie à travailler sur la prise en compte de toutes les parties prenantes, de toutes les dimensions. Bon, on connaît tous le débat, donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que ça. Mais de là à oublier, comme sur certaines raisons d'être, la réalité, ça ne me met pas forcément totalement à l'aise. Donc ça, c'est la première chose. Après ça, je reviens quand même, et il faut être positif, donc le procureur, pardon, et non pas le producteur, va être défenseur. Le principe est bon. Tout à l'heure, on parlait de la CSRD, donc je ne commence pas tout de suite, mais avant de regarder ce que l'on fait, il faut dire ce que l'on a envie de faire. Donc ça, le principe est quand même quelque chose de tout à fait positif. Après ça, une autre dimension, et là peut-être que ce serait Jean-Guillaume qui pourrait mieux en parler. À ma connaissance, tu es le seul investisseur sur ce panel. La raison d'être, c'est quelque chose de français. Voilà. L'horizon d'investissement d'une société de gestion aujourd'hui ou d'un investisseur professionnel, il est rarement, voire jamais uniquement français. Donc voilà, la CSRD, c'est un cadre européen et qui va même couvrir des entreprises non européennes. On va en parler de la CSRD dans la deuxième partie. Oui. Donc, comment est-ce qu'on intègre cette logique de la raison d'être si on est investisseur dans un portefeuille où il va y avoir, par hypothèse que, je ne sais pas moi, c'est à Jean-Guillaume de nous le dire, mais 20 ou 30% de valeur française, question. Et donc, du même coup, est-ce qu'on est en train de construire quelque chose de cohérent à partir de la raison d'être? Très bien. Alors, Jean-Guillaume ne va pas te répondre, mais je vais être très directive. Je vais donner la parole à Stéphane. Donc, Stéphane, est-ce que tu pourrais, toi, répondre à la question quel apport à l'analyse ESG? Voilà, en allumant ton micro. Voilà. Non, il faut que tu... Voilà.
Il faut que le petit bouton vert soit allumé. Voilà. Alors, de la même façon, présente-toi peut-être rapidement et réponds à la question. Ça serait formidable. Bien. Donc, bonjour à tous. Stéphane Voisin, je suis directeur des recherches finances durables à l'Institut de Louis Bachelier à Paris, qui est le hub français de recherche en finance. Et bravo à Profil pour l'étude, le rapport que vous avez fait, qui est utile. Mais tu m'as demandé d'être un petit peu méchant, en tout cas de faire l'avocat du diable. Donc, quel apport à l'analyse ESG? Je serais tenté de dire 0 apport. Voilà. Pourquoi? Parce que l'entreprise a une seule raison d'être, à mon sens, qui est universelle, c'est, tu l'as presque dit, la raison d'être de l'entreprise, c'est de créer de la valeur pour ses actionnaires, et quand on est gentil, on rajoute et pour ses parties prenantes. Point barre. Et je dirais que tout ce qui s'écarte de ça, c'est très gentil, très joli, mais c'est de la pure poésie qui ne sert pas à grand-chose. Voilà. C'est pas obligé d'être aussi désagréable non plus. Hein. Mais vas-y, c'est ce que pensent 90% des financiers. Il faut quand même l'avoir à l'esprit. Donc je suis là, je fais l'avocat du diable, mais c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que pense franchement la grande, vaste majorité du marché. Si on s'éloigne de cette définition, c'est qu'on entre dans le domaine. La poésie, je voulais être gentil, mais en général, on parle plutôt de greenwashing. Voilà, donc ça. Voilà. Est-ce que ça apporte quelque chose à l'analyse du ESG? Je ne connais aucun investisseur qui prenne en compte, alors peut-être chez Sycomore. Il y en a un apparemment, c'est Sycomore. On l'a trouvé. Moi, jusqu'à toi, je n'en connaissais aucun qui, dans ses grilles d'analyse, prend en compte la définition de la raison d'être. Je n'en connais pas. Ou une agence de notation qui dit cette boîte, elle a une raison d'être, donc on va lui mettre un point supplémentaire. À ma connaissance, ça n'existe pas. Après, il faut bien des exceptions qui confirment la règle. Bon, merci beaucoup Stéphane. Au moins, ça a mis, ça a mis le débat sur une rampe de lancement. On pourrait même, s'il y avait un troisième petit diable, on pourrait même dire que ça peut faire fuir, peut-être une raison d'être. Là, quand on est entreprise à mission, on peut se dire aussi, oh là là, attention, cette entreprise va peut-être s'écarter de sa finalité, on va dire native, qui est de donner de l'argent aux actionnaires. Mais on ne va pas réouvrir ce débat. Donc, je vous propose de passer à la deuxième partie, où là, on va aborder effectivement la CSRD. Donc, le débat que je souhaiterais animer, il n'y a pas d'avocat de la défense ou des procureurs, c'est tout simplement se poser quand même cette question. La raison d'être de la CSRD apparaît dans le paysage. Alors vous l'avez dit, donc la raison d'être, elle est franco-française, même si la raison d'être, elle a existé depuis la nuit des temps. C'est justement se poser la question de je réunis du capital pour faire quoi, pour qui. Voilà, donc on voit bien que ça correspond quasiment à un questionnement universel. Et la CSRD, c'est une directive européenne. Donc d'un côté, c'est facultatif, plutôt français, mais ça s'applique de façon universelle. De l'autre côté, c'est clairement une règle de reporting qui s'applique sur un périmètre européen et qui est obligatoire. Alors comment tout ça se télescope? Sachant que derrière, pour poser le décor, je dirais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur la mise en œuvre de la CSRD de la part des entreprises. Je rappelle que cette fameuse CSRD, elle a été voulue par les marchés financiers, donc maintenant ils sont aussi au pied du mur. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Quel est donc leur rapport et dans la CSRD, il y a de toute évidence une attention qui va être portée à la gouvernance. Donc, quel est leur rapport à cette gouvernance, à la robustesse de la gouvernance? Et peut-être que les raisons d'être et CSRD pourraient se rencontrer sur ce fameux point G qui est dans l'ESG. Ou pas. Donc, je vous laisse la parole tous les quatre, sachant que vous pourrez rebondir. Et puis après, nous prendrons des questions. Alors, qui veut commencer? Alors, soyez sympathiques, essayez de trouver des complémentarités avant d'écharper tout de suite. Laissez une chance au sujet. Mais la question est quand même extrêmement importante parce que derrière, il y a une allocation de ressources, d'argent, de temps et encore derrière se joue la confiance dans les marchés financiers pour propulser les entreprises européennes sur une trajectoire durable. Donc ne pas oublier la lune, s'il vous plaît, et ne vous focalisez pas que sur les doigts. Qui commence ?
Ces micros-là, vous entendez ou... D'accord, j'utilise ça aussi. Ça sera... Alors là, vous m'entendez aussi à distance? Je dégage ma colonne d'air. Vas-y. Alors, je vous ai dit au départ que je n'étais pas représentatif de la finance. Donc là, voilà, vous avez Vous entendez? vous avez un stade supplémentaire. Alors, je peux aussi, comme vous voulez, dites-moi dans quoi je parle. Concrètement, donc des investisseurs, il y en a quelques-uns quand même. On n'est pas complètement seul à regarder la raison d'être, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais j'aimerais répondre à la question français, pas français. C'est complètement mondial. D'ailleurs, c'est ce qu'avaient montré les études de profil il y a plus de 5 ans. Moi, j'étais il y a 10 jours à Amsterdam. On a passé 2 jours dans une grande conférence de ce qui s'appelait les Be for Good Leaders Summit. Et il y avait très peu d'entreprises françaises. Et il y avait même des entreprises, y compris et des ONG d'ailleurs, Amérique latine, un peu Asie, Canada, pas trop US, parce que bon, voilà, on va laisser tomber les US, on ne va pas y arriver avec eux, mais je caricature à peine. Mais c'est très mondial et on avait vraiment un ensemble c'était plutôt des chefs d'entreprise qui étaient là, qui étaient vraiment dans la mouvance. Là, c'est la mouvance B Corp, qui est quand même beaucoup plus internationale que la loi Pacte. Mais cette mouvance, elle existe et elle continue à grossir. Donc il y a une tendance qui reste, alors qui est marginale. Et là, le sujet qui c'est l'énergie. Donc on va non seulement il faudra intervenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudra faire des choix. Et il faut aussi, pour trouver sa place dans la société, restaurer et régénérer. Et donc aujourd'hui c'est peanuts, mais c'est pas ma conviction, c'est que c'est pas qu'un truc de bisounours. C'est vraiment des chefs d'entreprise commencent à comprendre ça. Et ceux qui auront compris plus tôt, ils y arriveront plus tôt. Ils auront compris plus tôt. Donc toi, tu nous dis qu'il y a une complémentarité, c'est-à-dire que les entreprises qui savent où elles vont et à quoi elles servent, si je fais très court, elles ont un avantage et qu'elles vont aborder la CSRD. Alors non, tu ne l'as pas dit, en fait, je projette. Et comment elles vont aborder la CSRD, ces entreprises qui ont effectivement une réflexion sur leur utilité, parce qu'en fait, tu parles de l'utilité. Donc, très rapidement, tu dirais que ça va plutôt leur faciliter la vie et qu'elles vont être mieux identifiées par les investisseurs? Je vais essayer de répondre à la question maintenant, le lien avec la CSRD, effectivement, que je n'ai pas encore abordé. Et pour moi, il est... maintenant qu'on est à peu près d'accord pour dire que quand le pourquoi est expliqué avec cette ces plusieurs sens qu'ils ont, effectivement, il y a la direction qui est aussi très important. Et lorsqu'on parle de trajectoire, y compris décarbonation, machin, qui est souvent des vastes fumisteries, mais c'est important d'afficher sa stratégie. Et c'est Sénèque qui disait qu'il n'y a de vent porteur que pour ceux qui savent où ils vont. Donc le pourquoi essentiel. Et après, l'avantage de la CSRD, dans l'esprit en tout cas, dans la lettre, honnêtement, on verra dans 3 ans, on verra même après 2029, où il y aura la CSRD va s'étendre aux entreprises, y compris étrangères à l'Union européenne, et qui auront une succursale ou une filiale qui fait au moins 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sera le dernier périmètre qui va s'élargir de la CSRD. Mais dans l'intention, ça permet de relier le pourquoi et le quoi. Quoi en termes d'impact environnementaux notamment, parce que la partie E, elle est quand même sacrément... Et elle est vraiment plutôt bien faite, parce qu'on n'est pas sur un truc que climat, on est vraiment sur... Alors, il n'y a pas les 9 limites planétaires, mais c'est dans l'esprit de la législation européenne depuis 2018. On est vraiment sur à essayer de capter les principaux impacts environnementaux, y compris la pollution, l'eau, la biodiversité. Et donc, ce qui va compter, c'est en fait la finalité. Ok, toutes les activités économiques polluent. Après, est-ce que c'est la même chose d'émettre du CO2, par exemple, pour mettre du kérosène dans notre jet privé, ou pour faire fondre de la laine de roche pour faire des isolants? Moi, je suis ingénieur, ça facilite, mais je considère que c'est plus utile de faire des isolants et d'émettre donc beaucoup de gaz à effet de serre, parce que lorsqu'on fait des isolants en faisant fondre de la laine de verre ou de la laine de roche avec des morceaux de basalte, je ne sais pas si vous avez visité une usine, moi j'ai visité une usine de Rockwool, on met quand même des blocs de basalte comme ça, comme des ballons de rugby, dans des fours à 1500 degrés.
Et après, on en fait de la laine de roche, en l'occurrence. Ça veut dire que c'est plus utile d'isoler sa maison que de faire un tour du monde en jet privé? Ça n'a pas du tout le même impact pour la communauté. Donc, une fois qu'on a dit que le pourquoi était important, je pense qu'on est à peu près d'accord, maintenant il y a le quoi, quel impact on a, et donc ce qui manque, mais là-dessus il y a des réponses, c'est de relier en fait finalement les pollutions qui vont être plus connues grâce à la CSRD, la transparence en général, c'est juste un outil de comparabilité, la CSRD. Et notamment, une des choses très concrètes que ça a déjà produit, c'est qu'on va avoir publication de la part verte alignée à la taxonomie, qui permet de mieux connaître ce que fait l'entreprise. Et nous, la manière dont on utilise ça, alors très concrètement, je suis un affreux praticien, c'est nous, on a créé la NEC, alors avant tout ça, mais on l'utilise maintenant pour ça, Net Environmental Contribution, qui permet justement de faire toutes les fonctionnalités qui existent dans l'économie. Je me déplace en avion, j'isole ma maison, je mange, je me nourris, donc je bois, je m'habille, etc. On regarde l'impact environnemental et on le ramène à la fonction qui est desservie. Et là, on peut faire des choses assez scientifiques sur l'impact. Et nous, justement, la CSRD nous permet en général de mieux connaître l'activité d'une entreprise et de mieux calculer la NEC, en l'occurrence, par exemple. Et concrètement, ça nous permet de mieux lier finalement le pourquoi avec le quoi et d'avoir des avis quantifiés sur l'impact environnemental. Alors, qui veut rajouter maintenant sur la CSRD? Est-ce qu'il y a des complémentarités? Donc, on a posé le décor. Qui prend la parole, sachant que vous la prendrez tous les quatre et que vous pouvez rebondir? Thierry. Alors, y a-t-il des complémentarités? Alors, par souci de transparence, je suis membre du Sustainability Reporting Board de l'EFRAG, qui a comme mission de proposer à la Commission européenne les standards de reporting de durabilité européens. Donc ça, c'est le contexte. Et comme on le sait, les ESRS, dans le jargon, donc standard de reporting européen de durabilité, enfin je n'ai pas mis dans le bon ordre, mais vous m'avez compris, c'est le niveau 2 de la CSRD. C'est concrètement, qu'est-ce que je rapporte? La CSRD, c'est une obligation de dire, c'est pas une obligation de faire. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je vais revenir sur ce point dans une seconde. La raison d'être, c'est un faire, c'est pas une obligation, c'est mais voilà ce que je veux faire. Je pense que si on veut trouver, et on peut trouver, je pense, une complémentarité, eh bien, il y a un cadre obligatoire qui dit dites-moi ce que vous faites, fondamentalement. Vous allez au passage, vous pouvez me dire vous faites rien, hein, vous n'avez pas d'obligation. L'obligation de dire ce qu'on fait. Et un faire, eh ben, la CSRD, ça devrait être le moyen de contrôler si elle a été bien calibrée. Et je vais revenir sur la logique qu'on a utilisée, je me permets de dire on, je suis très très loin d'être seul acteur, ni même l'acteur principal, mais enfin je fais partie de cette sphère. La logique qu'on a utilisée et que l'on utilise pour écrire ces standards, pour les proposer en tout cas. Après ça, c'est les co-législateurs qui en décident. Ces standards, ils doivent permettre aux investisseurs de faire leur travail. Une fois qu'on a dit que les investisseurs ils ont des obligations de reporting, taxonomie, SFDR, etc., il faut bien qu'ils aient l'information des entreprises, sinon ils ne peuvent pas faire le travail. Et la façon dont la CSRD et donc les ESRS, les standards de reporting, sont conçus, c'est de partir des réglementations existantes, réglementations européennes, se disant puisqu'il y a des obligations de reporting, il va bien falloir que Jean-Guillaume, quand il fait son travail, il ait l'information des entreprises, sinon il ne va pas pouvoir faire le job. Alors, on n'a pas conçu les ESRS, ou on n'est pas en train de concevoir les ESRS, par rapport à la raison d'être française. Parce que on est dans le cadre européen et que là, on est devant une façon de faire française, une loi française. Pour autant, il doit y avoir recoupement et, de mon point de vue, si la raison d'être est accompagnée d'objectifs, et c'est très important évidemment les objectifs qui sont cohérents, clairs, explicites, on doit pouvoir les retrouver dans le reporting qui sera fait via la CSRD. Alors, il y aura peut-être des trous, il peut y avoir des trous dans la raquette parce qu'on n'a pas conçu, on n'est
pas en train de concevoir les ESRS par rapport à la logique raison d'être, on les conçoit par rapport à d'autres réglementations. Mais pour autant, il y a quand même un recoupement qui fait qu'il devrait y avoir. Donc, autrement dit, CSRD, outil, je vais poser avec une point d'interrogation à la fin, outil de lutte anti-greenwashing sur la raison d'être, point d'interrogation. Alors, je me tourne vers Philippe, parce que Philippe, toi, tu as été dans l'autre couloir de nage. En fait, tu étais dans plusieurs couloirs de nage, maintenant que je réfléchis, oui. Tu as traversé la piscine transversalement. Oui, non, j'ai absolument pas dit ça. Par longévité et sagesse. Est-ce que tu peux aussi avoir le regard du régulateur international, si on sort un peu de la case européenne? Je crois que ma vision correspond tout à fait à ce qu'a dit Philippe. C'est-à-dire que si on essaie de traiter le sujet raison d'être, Thierry, raison d'être et CSRD, la raison d'être, c'est un engagement pris par la gouvernance dans la durée qui doit déterminer les modalités de fonctionnement. Alors, pour que la gouvernance soit responsable, il faut qu'elle ait l'information sur comment ça se passe. D'où effectivement la CSRD ou d'autres, je ne vais pas parler d'autres types de rapports, parce que là, on est parti pour une longue durée. Mais la CSRD devrait permettre à la gouvernance de s'interroger sur est-ce que ça se passe effectivement comme je pensais que ça devrait se passer. Donc c'est un espèce de baromètre. Et même si on n'a pas de raison d'être, je rappelle que dans l'univers anglo-saxon, il y a quand même le business purpose qui ressemble quand même beaucoup à une raison d'être. Et c'est pas de la loi Pacte, c'est beaucoup plus vieux. Donc cette question-là, nous on l'a abordée, comme tu le sais, au niveau de la conception du rapport intégré, ce grand mouvement, qui a été de dire, s'il n'y a pas un engagement, effectivement, et les objectifs, tout le reporting sur l'extra-financier ne sert à rien, parce qu'en fait, on ne sait pas quel est l'engagement. Le mot fort, c'est engagement. Et je pense que ça, les investisseurs, ils peuvent faire un lien entre l'engagement et la stratégie. Est-ce que l'entreprise a une stratégie? Je me souviens des études qui avaient été faites il y a 5-6 ans, donc ils ne sont pas si vieilles que ça, où il y avait une grosse déception des analystes, parce que la première question qu'ils posaient aux entreprises, c'était sur la stratégie. Et les entreprises n'avaient rien pour expliciter la stratégie. Et maintenant, il y a, vous devez connaître, quelque chose à Londres qui est très bien fait, je trouve, qui s'appelle le Strategic Report. C'est-à-dire qu'avant de définir des indicateurs, etc., la gouvernance est obligée d'expliquer sa stratégie. Et ça, c'est un exercice assez compliqué. Moi, je pense que derrière la raison d'être, et le lien avec la CSRD, c'est la nécessité impérieuse d'expliciter la stratégie et après de voir dans un instrument de mesure, standardisé à juste titre, parce que sinon on ne comprend plus rien, est-ce que sa stratégie, elle avance bien? Et au fur et à mesure de rappeler les objectifs à 3 ou 5 ans, et pas uniquement la mesure instantanée. C'est un peu comme les processus de certification ISO. L'instantané ne sert à rien, c'est quel est l'engagement pour progresser? Stéphane, alors, toi qui connais bien d'ailleurs les différents référentiels et la nécessité d'avoir une langue véhiculaire ou une grammaire commune pour avancer, est-ce que tu es toujours dans cette approche de dire on est encore très très loin et que la gouvernance finalement, elle n'est pas au cœur des questionnements des investisseurs qui vont plutôt regarder sous le lampadaire et voir les données. Finalement, on travaille sur peu de données dans l'analyse ESG et la gouvernance n'a pas encore trouvé une façon d'être standardisée, si je puis dire, bien que dans les ESRS, il y ait une mention, à plusieurs reprises, mention à la gouvernance. Non, je pense pas. Hein. Et juste revenir sur le rapport de profil, parce que je pense qu'il pose la bonne question, ce rapport, qui est l'articulation entre cette raison d'être et la CSRD, et comment on la retrouve dedans. Et toute la question, elle est dans l'articulation. Et je trouve que de ce point de vue, l'étude est vraiment intéressante. Alors, moi, j'ai un point de vue un peu opposé. Je pense que pour beaucoup d'investisseurs, et je le constate, hein, moi, je fais beaucoup de private equity, d'infrastructure, le point d'entrée, c'est la gouvernance. Franchement, c'est le point d'entrée, en tout cas, sur la partie durabilité, c'est de voir est-ce qu'il y a une culture de gouvernance, est-ce qu'il y a une culture de durabilité, est-ce que les deux sont imbriqués. C'est vraiment le point d'entrée de la plupart des investisseurs. Alors, ils ne vont pas regarder la raison d'être,
mais ils vont regarder, et si à travers la structure qui est mise en place, et demain, on verra dans la déclinaison CSRD, il y a l'expression d'une gouvernance qui, on va dire, aligne la stratégie de l'entreprise avec une stratégie de la durabilité. Et ça, ils le regardent. Et précisément, je pense que ça sera un des bénéfices. Moi, je pense que la définition de la raison d'être, on l'aura dans la matrice de double matérialité de CSRD. Je dis souvent à mes étudiants, vous voulez comprendre la raison d'être d'une entreprise ou sa stratégie de durabilité aujourd'hui, regardez leur matrice de matérialité, ça trahit tout. Franchement, vous regardez et vous comprenez tout. Ça le sera encore plus demain parce que ça sera un exercice obligatoire. Donc, regardez, ce n'est pas des mots, c'est un tableau. Regardez la matrice et surtout en double matérialité, parce qu'encore une fois, la raison d'être, je suis désolé, mais c'est quand même la création de valeur pour l'actionnaire et pour les autres parties prenantes. Et là, vous avez la double matérialité et vous y verrez clair sur la réelle intention de l'entreprise. Parce qu'elle ne pourra pas vraiment tirer à... oui, il a raison quelque part. L'entreprise pourra ne pas faire l'exercice de transparence, mais c'est quand même compliqué. Donc elle le fera. Elle le fera et ça crée une pression et ça sera opposable. Donc moi j'attends beaucoup de cet exercice de la CSRD. La seule chose sur laquelle je ne suis pas trop d'accord avec votre étude, c'est que vous parlez d'engouement de la CSRD. Ce n'est pas vraiment la perception que j'ai quand je vois les uns et les autres. Il y a plutôt de la résistance de toutes parts à la CSRD qui, vous l'avez dit, vient vraiment, c'est une demande des investisseurs, mais toutes les entreprises sont quand même largement vent debout. Je ne parle même pas des Allemands, des Italiens, des Suédois qui ont dit carrément qu'ils n'appliqueraient pas, qu'ils ne transposeraient pas la directive, donc ils ne veulent pas en entendre parler. Mais généralement, même en France, les ETI, etc., sont vent debout. Donc la partie n'est pas gagnée. Donc sur cette partie engouement, non. Mais en revanche, c'est ça. Ça va être un exercice de transparence extrêmement important. Et je pense que la raison d'être va transpirer dans la CSRD et notamment grâce à cet exercice de double matérialité. Alors, Stéphane, je ne crois pas que ce soit engouement pour la CSRD, je crois que c'était engouement pour la raison d'être, mais je parle sous le contrôle de Maëlys. On a écrit engouement pour la CSRD, je crois que... Alors, l'engouement pour la raison d'être, ça c'est clair qu'il y a eu un engouement pour la raison d'être, mais nous, là, chez Profil, on l'a plutôt interprété comme étant... Toutes les entreprises ne peuvent pas être entreprises à mission parce que la marche est vraiment très haute et que la raison d'être, eh bien, c'est peut-être une façon de renouveler ses vœux de RSE, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a à boire et à manger, si je fais court dans les énoncés de raison d'être. Et c'est vrai que la CSRD est obligatoire. Alors, obligatoire et que l'on soit fan ou que l'on y aille à reculons. Est-ce que vous voulez réagir sur ce qu'on dit les uns les autres avant de passer les questions à la salle? Et plus précisément, parce que vous avez donné un éclairage sur un point de rencontre qui est la gouvernance. Est-ce que par rapport à ça, parce que c'est plutôt positif ce que j'entends, c'est que si on dit qu'on veut... Alors, je vais essayer de Thierry. La raison d'être, c'est je dis ce que je vais faire. Et puis la CSRD, c'est que je fais vraiment ce que j'ai dit. Si je peux permettre le raccourci. Et à un moment donné, il y a quand même un point de rencontre. C'est-à-dire que voilà, si on fait rien, on est démasqué. Là, ça y est, les masques tombent. Donc, disons que la raison d'être, c'est je dis ce que je veux faire. Et la CSRD, c'est je dis ce que j'ai fait. Et après ça, il y a réconciliation. Et c'est vrai que c'est là que ce que dit Stéphane est vrai. Formellement, sans pouvoir, sans prétention, j'ai raison quand je dis c'est une obligation de dire pas de faire, mais Stéphane a fait un point beaucoup plus important que cette lecture purement formelle, qui est ça crée une pression évidente pour faire, parce que dire je fais rien, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Et puis ça a des conséquences en allocation pour l'allocation du capital des investisseurs qui suivent ces sujets, ce qui en Europe est quelque chose qui se développe de façon significative. Donc il est évident que ça crée. Oui. Alors, effectivement, la différence avec la RSE, c'est que la RSE n'a jamais passionné les conseils d'administration, enfin jamais, assez peu passionné les conseils d'administration.
et que les investisseurs n'étaient pas non plus, voilà, avant la taxonomie, on n'allait pas lire les rapports RSE pour savoir si on allait investir dans telle ou telle entreprise. Donc il y a quand même quelque chose un bond en avant très significatif et positif. Pour autant, alors la parole d'abord Jean-Guillaume, si tu veux réagir, et puis après Stéphane. Oui, une réaction courte, ce qui fait clairement le lien entre la photo du passé, parce que la CSRD c'est la photo du passé, et l'intention, la stratégie, c'est les CAPEX. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a les CAPEX alignés à la taxonomie qui vont être publiés, qui sont déjà d'ailleurs, pour les entreprises européennes, et on a accès là à une granularité auquel on n'avait pas accès avant. Ça, c'est très positif. La mauvaise nouvelle, c'est que la taxonomie, elle est très incomplète. Elle fait l'impasse sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, sur la fast fashion, sur la distribution de plein de trucs. Et donc, voilà. Et il faut souhaiter qu'il y ait une vraie taxonomie un peu complète un jour, mais politiquement, on est très 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 loin. Mais donc voilà, le lien, il existe aussi avec l'avenir, c'est les CAPEX. Oui, les CAPEX, effectivement, c'est le juge de paix. Stéphane. Alors, je voulais dire, je pense pas que la raison d'être, c'est je dis ce que je vais faire. La raison d'être, pour moi, c'est je dis ce que je suis. Et c'est foncièrement immuable, la raison d'être. C'est un peu l'équivalent de la devise pour la République. Pour la République, c'est, voilà, vous la connaissez tous, elle est dans la Constitution, et la Constitution décline la devise de la République. D'ailleurs, je suis sûr que personne ne connaît la devise de l'Europe ici. Quelqu'un connaît la devise de l'Europe ? Voilà, c'est intéressant. Je crois que c'est uni dans la diversité. Mais comment ça se décline ensuite dans la Constitution, dans les traités, etc. C'est ça qui est intéressant. Donc je ne pense pas que la raison d'être doit être ce que je vais faire, parce que sinon il faudrait changer de raison d'être tous les 2-3 ans. Elle est vraiment ce que je suis. Et après c'est intéressant de voir comment, effectivement, cette articulation avec la Constitution, puis les lois, etc. Oui, si je peux me permettre, c'est plus ce que je veux faire plutôt que ce que je vais faire, sans vouloir faire dans la subtilité ou dans la nuance excessive. Et l'autre chose, c'est ce que je disais, une raison d'être, si elle n'a pas des objectifs précis, ça va sonner creux. Ça va vraiment sonner creux. Et d'ailleurs, une raison d'être, si elle est statutaire, la question, c'est de savoir si les objectifs vont être dans les statuts. Et la réponse, c'est plutôt non. Donc, on a la possibilité de changer d'objectif. Et clairement, la logique, là, je parle de logique, presque de philosophie, enfin, voilà, de CSRD, des SRS, c'est fondamentalement d'avoir une définition rigoureuse à rapporter. Et dire qu'on se donne comme raison d'être d'améliorer la santé du monde, je sais pas, j'imagine par exemple qu'il y a des entreprises qui pourraient dire ça. Ouais, j'ai pas inventé totalement. Je me suis un peu changé, histoire de viser personne. Voilà. Je crois pas que dans les ESRS, il y ait grand chose qui me permette de vérifier ça. Je crois pas, j'aime bien cultiver l'euphémisme. Donc je suis sûr que. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, il va y avoir. Et c'est là que j'ai dit, bon, ok, très bien, pourquoi pas sur cet objectif magnifique. Vous pouvez mettre des objectifs très très concrets. Et là, les objectifs concrets, si on n'arrive pas à les réconcilier avec un cadre de reporting rigoureux, parce que plein d'imperfections. Mais quand même, la logique, c'est de faire quelque chose de rigoureux. En comptabilité financière, chacun ne va pas inventer sa notion du profit. Ah, moi j'ai fait du profit défini comme si, et moi j'ai fait du profit. Bah non, la compta, c'est la compta. Quelque part, c'est la même chose. Enfin, c'est la même philosophie de base. Merci de me dire des choses rigoureuses, vérifiables, comparables, à la fois entre entreprises et dans la durée. Donc, et c'est là qu'il y a un moment, ça risque de coincer. Notamment quand on a des choses aussi générales, on va dire. Oui, c'est l'exemple très bien. Alors justement, magnifique transition, Philippe, parce que toi qui es l'homme justement qui connaît les arcanes de la comptabilité, qu'est-ce que tu nous dis? Je voulais dire autre chose. D'abord. Bon, je vais rebondir sur ce que tu as évoqué. En fait, tout ça, ça m'intéresse s'il y a une modification de l'allocation d'actifs. Bon. Si on veut changer les choses, il faut qu'à un moment, on réfléchisse à ce sujet. Alors, je ne sais pas si on peut faire une page de publicité pour un grand groupe qui a une information intéressante. Il a tenté
depuis 2-3 ans, d'identifier dans sa création de valeur comment il l'affectait sur des programmes de réduction de l'empreinte carbone, inclusion sociétale, etc. Et ça, c'est des exemples. Ce qu'il faut, peut-être un sujet pour profil, c'est identifier dans les sociétés cotées aussi, qui ont cette obligation de transparence au niveau mondial, qui font plein de roadshows, qui ont des tas et des tas de questions, voir quelles sont les bonnes pratiques. Il y a quand même certains groupes qui sont très pionniers sur des choses originales, comme celui de l'allocation des ressources. Je tenais à mentionner parce que, sans dire le nom, il suffit de chercher, c'est une société du CAC 40. On va chercher, mais on ne fera pas de page de publicité. Et donc, avant de passer aux questions, Maëlys, on est bien en termes de temps ? Oui, ça va à peu près. Je voudrais juste... est-ce que vous pouvez parler très proche de vos micros ? En fait, il y a des gros problèmes de son pour les gens qui sont à distance. Très bien, on va parler très près de vos micros quand vous ne les utilisez pas. D'accord, donc on éteint les micros quand on ne l'utilise pas et on parle tout près. En vous écoutant, il y a deux choses que je retiens, c'est que finalement, le point d'intersection, ça pourrait être une raison d'être qui est une plage de liberté, hein, parce que la raison d'être, elle est, comme tu l'as dit, voilà ce que je fais et ça rentre pas dans les cases, on n'a pas une assignation à dire telle entreprise fera ceci et cela, on est encore dans un régime de liberté d'entreprendre, donc ma raison d'être, elle est librement ce que je suis et ce que je compte faire. Et ça ne rentre pas forcément dans toutes les cases de la CSRD, donc il y a effectivement une forme d'asymétrie, mais de liberté. Mais on comprend qu'en vous entendant, qu'une raison d'être assortie, alors une raison d'être éventuellement statutaire, c'est-à-dire votée en Assemblée Générale, qui aurait été co-construite avec les parties prenantes et qui aurait été votée par les actionnaires, assortie d'objectifs, sans pour autant aller sur la case mission, qui est plus exigeante, ça pourrait être une bonne façon d'arrimer la CSRD ou de se préparer à la CSRD, parce qu'on passe par la case aussi objectif et cohérence. Ça pourrait être ça. On pourrait d'ailleurs faire une proposition, donc un plaidoyer pour profil de plus, on va prendre la plume. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il manque pas grand-chose pour que les deux s'arriment et dialoguent efficacement? Juste pour vous, avant de prendre les questions, très très brièvement, quel serait votre sentiment là-dessus? Parce que vous l'avez tous éclairé de différents angles. Moi, je veux bien aller, mais je dirais qu'il faut d'abord... Je conseillerais d'abord de faire son exercice CSRD proprement, notamment la partie transverse sur l'introspection, sur ce que je me disais, l'alignement entre la stratégie de l'entreprise et sa stratégie de durabilité. Une fois que c'est bien posé, de construire sa raison d'être, ou en tout cas de s'assurer que c'est cohérent et éventuellement d'ajuster. Merci Stéphane. Alors, qui prend la suite? Ok. Alors vas-y Philippe. Oui, c'est difficile, c'est le vieux dilemme, la poule et l'œuf. Parce que j'entends ce que dit Stéphane, et finalement je dis oui, c'est bien, même si dans ma tête je disais, mais c'est quand même pas mal de commencer par la raison d'être et de s'assurer que la CSRD est au service de cette raison d'être. Je voudrais rajouter un bémol, c'est qu'en fait, dans les dimensions planétaires, on l'a déjà dit, il faudrait convaincre les autres pays de la raison d'être. C'est ça qui est un peu fragile dans la posture française. On s'est battu, on était quand même l'aiguillon pour la CSRD, mais en oubliant, je ne m'adresse pas aux personnes de l'EFRAG, mais aux personnes politiques, en oubliant le fondement de la raison d'être. Et ce qui avait été une des victoires, une demi-victoire de la loi Pacte, je dis demi, parce qu'encore une fois, je répète que pour moi, ça devrait être obligatoire. Jean-Guillaume ou Thierry, on ne peut pas inspirer, hein, tu peux ne pas être inspiré. Une réaction, moi, oui, il faut d'abord savoir à quoi on sert hein, quand même. Donc c'est plus facile de. Après, la CSRD, c'est un vivier, il y a 1000 lignes. Donc on va l'épuiser, ce qui fait du sens, et sachant qu'il y a un vrai problème pour les PME, enfin, on n'a pas dit, mais. Et en gros, s'il y a peut-être un truc indispensable à garder obligatoire pour les PME, c'est justement la taxonomie. Donc les publications, chiffre d'affaires, CAPEX, au moins OPEX, peut-être pas. Enfin, dans certains cas, si, ça peut être pertinent aussi. Mais voilà, ça oui. Quelques autres trucs, mais sinon pas tout, parce que il y a une vraie complexité, et l'économie réelle, c'est les PME. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a un peu tendance à oublier quand on est dans le législateur où voilà, l'économie réelle, elle n'est pas là. Donc la vraie difficulté dans la déclinaison, elle est là, et en revanche, oui, il faut la CSRD dans une version peut-être simplifiée pour les PME sera quand même utile pour faire le lien
avec là surtout, ce qui n'est pas mesuré n'est pas géré. Donc, on est vraiment dans un outil pour la gouvernance, pour savoir si on avance ou on recule. Thierry, brièvement, qu'est-ce que tu en dis, toi? Brièvement, mais je suis obligé de rajouter un tout petit point par rapport à ce que vient de dire Jean-Guillaume sur les PME. La CSRD va s'appliquer de façon obligatoire aux PME cotées en bourse. Il y a 1000 PME cotées en bourse en Europe sur 25 millions de PME, donc 0,004% des PME. Ce qui, au passage, par rapport à certains discours qui disent que les PME sont écrasées par la CSRD, 0,004%. Alors, en obligatoire. Comme ça, il y a les oui, c'est ça. Oui, d'application. Voilà, l'application. Oui, il y aura des applications volontaires. Et puis dans la chaîne de valeur, si tu es coincé, tu dois... Oui. Je sais, mais je tenais à faire ce point parce que souvent, il y a des exagérations qui sont des effets de manche pour montrer que c'est la fin du monde et qu'il faut arrêter tout. Relativisons. Après ça, sur la question de fond. Vous me nommez directeur général d'une société du CAC 40 demain, hypothèse extrêmement plausible. C'est comme si c'était fait. Son état, clairement. Celle qui a mentionné Philippe, voilà, imaginons. Voilà. Voilà. Donc tu es DG. Allez. Demain matin, je suis DG d'une boîte du CAC 40 qui n'a pas encore de raison d'être. Alors dans le débat sur la poule et l'œuf, j'ai envie de commencer par l'objectif, tout en aimant bien ce que tu disais. Mais après ça, je demande, j'ai cru comprendre quand on est directeur général d'une grande entreprise, on a plein de gens qui travaillent pour vous, je demande à l'équipe qui s'en occupe, et je reviens sur ce point parce que c'est pour moi quelque chose de très important, de définir des objectifs pour la raison d'être que nous voulons décrire qui soient compatibles CSRD. Merci, mesdames et messieurs de l'équipe qui allait travailler dessus dans l'entreprise que je dirige désormais, d'avoir des objectifs compatibles CSRD afin que le marché puisse reconnaître que ma raison d'être, c'est pas, t'as qualifié ça de poésie, du vent, de pipeau, c'est pas creux. Et donc, puisque c'est compatible, et puis que je suis sérieux, et que quand je dis quelque chose, je le fais vraiment, eh bien, le marché va reconnaître que je fais les choses correctement. Et en le faisant dans cet ordre-là, on a quelque chose qui a du sens. Je ne sais pas si ça s'est fait dans cet ordre-là. Non, mais tu es très convaincant. Tu es très convaincant et tu es très sage. En fait, c'est cette idée de trouver une nouvelle grammaire et de ne pas trop se disperser ses efforts. Être plus pragmatique, c'est la voie du pragmatisme. C'est les deux. Si on adopte le même système de poids et mesure, voilà, on mettra du temps à l'adopter, ce même système de poids et de mesure dans les données ESG, mais c'est la tendance générale. Rappelons quand même qu'il y a 25 ans, ça n'existait pas. Je connais des personnes qui ont démarré au siècle dernier et qui ont bien pédalé dans la semoule. Donc on peut se réjouir de l'avancée de ces nouvelles, de ce nouveau système on va dire, poids et mesure ESG, mais en même temps, il ne faut pas non plus se perdre dans une avalanche de détails, dans l'info-obésité, et ne voir que l'aspect roboratif et terriblement à côté des enjeux stratégiques de l'entreprise, parce qu'il faut répondre, il faut cocher des cases, et on ne comprend plus. Donc il ne s'agit même plus de viser la Lune, mais là, on s'apparente plus au canard boiteux, voire au canard sans tête, quoi. Voilà. Donc il ne faut pas que ça devienne ça. Maëlys, est-ce que tu veux nous faire remonter des questions avant d'en proposer à la salle? Vas-y, on t'écoute. Oui. Alors, on a déjà 3 questions qui ont été dites à distance. Je vais juste prendre la dernière, vu que ça rebondit sur les derniers échanges. Selon Adrien, qui reprend ce que vous dites, qui dit « Selon les intervenants, le besoin est bien de pouvoir parler le même langage à travers des métriques, comme l'est la compta. Comment apprendre et diffuser ce langage en France d'abord et plus largement en Europe ?» Comment... Vous n'êtes pas tous obligés de répondre, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc si vous pensez que c'est pour vous, vous répondez, et vous répondez très brièvement, mais de façon, comme vous êtes, claire et percutant. Si je peux me permettre, il y a une réponse très simple. Vous allez sur le site de l'EFRAG et vous allez chercher les documents de guidance, comme on dit en mauvais français, qui vous explique comment faire. C'est très détaillé, c'est très technique, mais ça vous prend par la main et ça vous dit ce qu'il faut faire.
Moi, j'ai un point de vue assez complémentaire à ça, c'est que la difficulté, on est noyé sous les chiffres. L'infobésité, surtout que c'est un vrai problème. On le vit d'ailleurs dans notre vie quotidienne. On est harcelé de plein d'informations, de sollicitations qu'on n'a pas envie de recevoir d'ailleurs. Et dans le ESG, c'est la foire au jambon quand même. Donc malgré tout ça et malgré 30 ans de progrès, on est quand même... On mélange tout et n'importe quoi, on achète, nous, des données aux providers qui parfois se trompent entre les kilos et les tonnes, parce que c'est fait à l'autre bout du monde par des gens qui n'ont pas compris où il fallait prendre le truc. Et après, voilà, on voit que les sociétés vertes qui font des solutions, des empreintes carbone plus élevées, bah oui, mais c'est des sociétés industrielles qui font des solutions. Et donc, il y a une vraie valeur ajoutée à savoir utiliser. D'abord les bonnes données, et c'est un peu une évidence, mais honnêtement c'est un vrai problème, quoi. Et de savoir trouver des indicateurs qui sont intelligibles et intelligents. Et ça c'est un vrai boulot. Et donc au-delà d'avoir les bonnes informations entrantes, et la CSRD va aider à le faire, il faut après savoir la processer intelligemment. Et donc là il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire est-ce qu'on entre l'environnement qui est mon domaine d'exercice, c'est un vrai sujet. S'il y a un truc qui est mieux pour le climat, qui est moins bon pour la biodiversité, est-ce qu'il faut comment on fait? Et ben on prend les deux en compte de manière transparente et scientifique. Et là déjà on a des informations qui font du sens. Donc au-delà de il faut aussi des langages d'agrégation, en particulier dans la finance, parce que dans un portefeuille financier ou pour une stock 600 vous avez 600 boîtes qui elles-mêmes font chacune 10 métiers différents dans 60 pays. Et vous avez des impacts environnementaux quand vous agrégez en gros des gros produits financiers, même s'il n'y a que 60 lignes, comme dans un fonds de Sycomore, ben vous allez devoir derrière agréger des centaines de milliers d'impacts environnementaux. Bon, déjà, donc, voilà, là, tu fais peur à tout le monde, là. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Nous, c'est ce qu'on a fait avec l'ANEC, mais ça demande du travail. Et donc, une fois qu'on a ça, ben, on n'a pas fini le travail. Et donc, les données, il faut les traiter intelligemment. Voilà. Maëlys, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, et justement, en parlant d'étapes suivantes, quelqu'un a posé une question sur la CS3D, donc qui est le devoir de vigilance à l'européenne. Comment est-ce que les financiers intègrent-ils la CS3D, qui est l'étape suivante à cette réflexion? Voilà. Alors, réponse courte. Bon, le financier va reprendre le micro, le devoir de vigilance. Fais le cours. Donc c'est une bonne chose. Après, ça va être un gros travail. On aura la réponse à la question dans 5 ans. Enfin, honnêtement, ça commence maintenant. Après, le constat général, c'est que notre modèle vit du dumping social et environnemental depuis 200 ans. Et donc aujourd'hui, on se dit « Ah, mais c'est horrible parce qu'on a externalisé nos usines, on le met dans des pays où les gens, ils n'ont pas de standards sociaux et ils polluent 3 fois plus. » Donc, à l'échelle du système de la planète Terre ou de l'humanité, c'est complètement con. Ben oui. Et donc, ça va être une aide à revenir à des choses qui seront un peu moins aberrantes, mais ça va être long. Maëlys, prends les questions. Vas-y. On va donner la parole à personne dans la salle. Oui, tu te lâches. Tous. Okay. Merci pour l'échange. Alors moi, j'avais juste 2 points par rapport à la raison d'être. On oublie très souvent en France de parler des principes directeurs. Historiquement, une raison d'être est assortie de principes directeurs qui sont les modalités opératoires flexibles en fonction de l'époque. La raison d'être, et je suis complètement d'accord avec vous, est totalement immuable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, et moi, c'est vraiment mon quotidien, puisque mon métier, c'est d'accompagner les transformations pour relier l'économie à l'humain. Et donc, quand je vous entends parler de normes, je me demande comment est-ce qu'on invente un récit autoportant pour les équipes, c'est-à-dire si jamais vous mettez des personnes un peu moins proches de vos sujets, vous jargonnez, c'est franchement ennuyeux, c'est même assez effrayant. Comment est-ce que vous arrivez à embarquer les équipes sur des solutions extrêmement concrètes pour créer un véritable impact? Parce que moi, j'ai quand même l'impression que oui, il y a un engouement pour la CSRD par beaucoup de cabinets de conseil, honnêtement, voilà. Et il y a beaucoup d'argent ventilé pour la mise en conformité. Et puis finalement, on se dit, bah, ce budget, il a été occupé pour la conformité ESG, sauf que bah, derrière, quand on creuse, il n'y a pas d'idée, pas de solution, rien. Enfin, voilà, c'est cul par-dessus tête pour reprendre. Alors, ben, je vois que ça suscite, il y a du répondant. On y va, Thierry. La CSRD, alors même si évidemment le reporting de durabilité a une dimension quantitative et très souvent qualitative, donc
après avoir pris cette précaution oratoire, même si on le sait tous, la CRCRD, c'est du reporting. Comme la compta, c'est du reporting. La compta, ça ne fait pas rêver, hein. Même si je suis un... Oh, pardon, il y a peut-être des comptables là. Il y a sûrement des comptables là. Et je pense qu'il y a des comptables, mais... Non, mais au sens de... Voilà. On peut être passionné par la technique parce que ça vaut le coup d'être bien fait et c'est très important, c'est fondamental parce que sinon on ne sait pas où on va et quand on ne sait pas où on va, on ne sait pas piloter. Donc, mais est-ce que la définition, je reviens vraiment d'un impairment ou d'un je ne sais quoi, d'un amortissement ou d'un profit, ça fait rêver. Non. Donc là, je vais défendre la CSRD. Si on fait ce reproche à la CSRD, je veux dire, mais c'est pas le bon reproche. Ce qui fait rêver, entre guillemets, quand je fais, puisque je suis désormais directeur général du CAC 40, quand je vais faire mon roadshow, je vais parler de la stratégie qui va bouleverser mon domaine. Et ça, les investisseurs, la comptabilité disent que, voilà, mon discours. Et donc, ne faisons pas le reproche à la CSRD de ne pas faire rêver. C'est ce qui nous fait rêver, c'est une stratégie de durabilité. C'est la raison d'être. C'est une stratégie de durabilité, c'est je veux faire ça parce que, voilà. Regardez, Patagonia, il n'y avait pas de CSRD, on peut le dire objectivement, c'est fantastique. Aujourd'hui, on peut imaginer une économie. Donc pourquoi est-ce qu'on ne revient pas au récit? Le projet, la mission, les valeurs, l'ambition, et après on parle normes. Et aujourd'hui, on commence par les normes avant de parler de tout ça. Alors, Stéphane. J'entends votre point de vue et c'est vrai que c'est une vraie question. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se plaignent, qui ont un marqueur fort, qui s'exprime souvent à travers leur raison d'être. Souvent, c'est un marqueur social, parfois, Patagonia, c'est un marqueur plus environnemental, et qui se plaignent qu'effectivement, la lourdeur de CSRD va diluer ce marqueur. Quelque part, quand il faut remplir 1100 data points, ça dilue finalement cet engouement, enfin, ce marqueur. Et c'est un sujet parce que pour le coup, beaucoup d'entreprises le redoutent. J'ai pas la réponse à cette question-là, mais je le vois très clairement. Je ne sais pas s'ils sont là, mais la banque sociale, la banque postale, qui a un marqueur social fort, a exprimé effectivement le doute et la crainte que la CSRD dilue son marqueur social. Oui, Philippe. Sauf que là, je crois qu'on se trompe d'exercice. D'abord sur la communication, quand une direction financière d'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou importante, un directeur financier explique la stratégie financière, il ne commande pas les comptes ligne par ligne, ni les états de synthèse, mais encore moins les comptes qui sont derrière. Donc la CRD, c'est les comptes détaillés, ce qu'on appellera en comptabilité, s'il y a des comptes comme ça, une espèce de balance générale avec des tas de détails. Ça, on n'a pas à communiquer là-dessus. Simplement, si vous n'avez pas cet instrument de mesure qui dit que la communication proférée est bonne, il n'y a aucune transparence. La transparence, vous l'avez dans la pyramide d'éléments qui ont été accumulés et qui sont vérifiables. Parce qu'on peut dire, la banque postale, je préfère... je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la banque postale. On est tous plus ou moins clients de la Poste déjà. La banque postale, elle dit je suis contrainte, mais d'accord. C'est la Poste. Qui dit que ce qu'elle dit est vrai dans les faits? C'est du pipeau. La seule affirmation de voilà, je suis beau, je suis fort, je suis le roi du monde, je suis sympa, je suis social, je suis sociétal. Excusez-moi, mais c'est du pipeau si c'est pas vérifiable. Oh non, en fait, ce qui est intéressant dans votre question, puis on va clôturer parce que on va laisser un dernier mot de la fin. Oui, on va prendre une dernière question. C'est vous êtes vraiment sur la Lune. Vraiment, il faut montrer où il faut aller. Oui, il faut donner du sens. Le récit, on va aller sur la Lune, mais il faut quand même construire l'engin pour y aller. Donc oui, tu me fais des gros yeux, mais je vais te faire une dernière question très courte et une réponse très courte. Bonsoir, je m'appelle Bertrand Kamsu, je suis consultant en finance durable. Tout à l'heure, j'ai entendu Stéphane parler de la question de valeur. J'aimerais savoir en fait comment vous définissez la valeur. Valeur durable ou les valeurs de l'entreprise? Valeur financière, extra-financière, actionnariale. Création de valeur pour l'actionnaire. Ouais. Vous avez dit la raison d'être
d'une entreprise, ce qui n'est pas sa définition, c'est de créer de la valeur. Mais... Très bien. Stéphane. C'est ce que disait un petit peu Philippe tout à l'heure. Hein. C'est effectivement, moi je pense que c'est la vraie raison d'être, c'est de créer de la valeur, si possible. Enfin, pour l'actionnaire, ça c'est évident. Et ce que nous dit la loi Pacte, ça doit être aussi pour les autres parties prenantes. Et je pense que la double matérialité, c'est ça, c'est la démonstration de comment l'entreprise crée de la valeur pour ses actionnaires d'un côté, une partie prenante un peu particulière, et les autres parties prenantes d'autre côté. Ça me va très bien. Moi. Alors, le mot de la fin est très 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 rapide pour chacun de vous avant de laisser nos amis repartir à distance et dans la salle. Alors, est-ce qu'on a réussi à faire avancer le schmilblick et à donner envie d'aller vers ces sujets autrement que de recourir à des cabinets d'audit qui vont peut-être obscurcir encore plus l'horizon? Alors, je vais rebondir immédiatement en disant, si c'est pas audité, ça n'a aucune valeur de crédibilité. Voilà. J'ai terminé mon temps de parole. Parfait, très clair. Jean-Guillaume, ton mot de la fin, très court. Non, mais on a posé les vraies questions de lier le pourquoi et à quel prix. Et donc, c'est ça qui va être important, mais c'est vrai, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ça sera encore plus vrai demain. Stéphane, ton mot de la fin. Il ne faut pas oublier qu'il y a une vraie différence entre la comptabilité financière et la comptabilité de durabilité. C'est le narratif et le pouvoir des mots, et donc il faut l'utiliser. Et on laisse la parole à notre PDG, parce que quand même c'est lui qui a le mot de la fin. Qui vient de se faire virer. Qui vient de se faire virer. Le conseil d'administration était unanime, dehors celui-là, parce que la valeur actionnariale, ça ne va pas le faire. Je ne sais pas, moi. Non, mais oui, bien sûr que la dimension qualitative, évidemment, est fondamentale. Et c'est là qu'il y a une convergence, on va dire, avec la façon de faire de la raison d'être. C'est-à-dire qu'on retombe sur un narratif. Et c'est l'importance de ce que l'on dit faire, mais après ça, on peut mesurer. Donc ça, c'est une convergence qui est très importante. Non, je m'octroie le mot de la fin, de façon tout à fait arbitraire. Je dirais que, idéalement, il faudrait donc une raison d'être obligatoire européenne, assortie d'objectifs vérifiables et audités qui pourraient s'exercer dans le cadre de la CSRD. Et là, on a une chance que notre fusée décolle et d'accomplir notre moonshot. Et d'aller sur la Lune et d'éclairer le monde entier, si possible, et de les inspirer. Merci beaucoup.